met 2 tables ici, on va pousser les babis là, et comme ça on fait de la lecture de cartes. Et donc on repère sur la légende ici, sur la carte, l'azimut, la différence d'angle qui est entre le nord géographique de la carte et le nord magnétique. Et après c'est à vous de, quand on est sur le terrain en train de se repérer, de faire la différence et de trouver quelle est cette légère orientation qui dévie un petit peu. Mais bon, c'est tellement... Par rapport au nord magnétique, quand on regarde la carte et qu'on regarde avec une boussole et qu'on est sur le terrain, l'angle est tellement faible que quand on a l'habitude de se servir un peu d'une carte, on n'a pas besoin de faire ce calcul. Alors, les courbes de niveau correspondent à la même altitude, donc à chaque fois ça représente un plan horizontal, donc ce sont des lignes horizontales, et elles sont équidistantes les unes des autres. Alors ici, on est dans une carte au 25 millième. Et entre chaque courbe de niveau, on a 10 mètres. 10 mètres. Et ça, c'est à peu près la carte la plus précise qu'on puisse avoir. D'accord. Donc c'est 1,25 millième, c'est une échelle. 1,25 millième, ça veut dire que 1 cm égale 25 000 cm sur la carte. Et si tu fais des conversions, c'est-à-dire 1 cm égale 250 mètres. Si tu regardes par exemple la manière dont se sont écrits les noms de communes, ils sont écrits pour que tu puisses le lire avec le nord vers le haut. Orienter une carte, c'est-à-dire c'est trouver le nord et le placer vers le haut. Il y a des éléments, donc il y a ce dont tu te rappelles, l'orientation générale, et après il y a des éléments cartographiques qui sont en l'occurrence là assez clairs, puisque je ne sais pas si tu te rappelles, hier on a dit que le chemin qu'on a pris était à la lisière entre l'espace de prairie et l'espace de forêt. Et là, clairement, ce chemin-là, qui est souligné en rose, on le voit bien, il est sur la carte, et ça correspond à ce qu'on dit. On a continué là, et on est allé s'arrêter à peu près ici. En fait, le verrou dont à partir duquel on a parlé hier en fin de matinée, il est ici. L'espace d'où tu as pris la photo, c'est le lieu-dit là, de la Prade, correspond à, tu te rappelles, on a parlé d'ombilic glaciaire, là, c'est entre deux verrous, tu as des espaces plus ouverts qui correspondent à des terrains plus tendres qui ont été érodés. Et donc c'est écrit, hein, tu vois, c'est la Prade. On voit les courbes de niveau là qui sont beaucoup plus lâches, qui correspondent finalement au plat là, d'où là on a déjeuné, et grosso modo le gave d'où tu as pris la photo, c'est alors exactement lequel, je pense que c'est celui-là. Et cet après-midi, donc on revient, on va prendre la vallée de Barège qui est ici, on va remonter à Barège et on va aller au plateau de Lumière. Alors on va partir d'ici de Barège avec un chemin qui est une ancienne promenade de curistes, une promenade thermale. On suit ici plus ou moins la courbe de niveau sur ce versant qui est exposé orienté au nord. On va traverser des différents torrents et on arrive au plateau de Lumière ici là. Ce qu'on a suivi hier, c'est ce chemin-là, hein, qui part donc de l'église, qui passe ici à la lisière, qui arrive ensuite à ce niveau-là sur le verrou de la Prade. Ici on aperçoit la Prade, le dernier verrou qu'on a escaladé pour arriver à l'entrée du cirque, et puis donc vous étiez par là à la base pour certains en tout cas à la base de la cascade. Ici c'est vu d'un autre chemin qui gravit le versant qui regarde vers l'est, donc la Soulane. C'est comme ça, je vous rappelle un peu de vocabulaire au passage, où on a un autre type de vue sur Gavarnie, encore une fois, je pense là probablement au mois de juin, ou quelque chose comme ça. Alors, je vais passer cette photo-là en premier parce que ça a été notre point de départ. Vous savez, on a fait un premier topo. Là, vous aviez le cimetière qui est là. L'église est juste dans le dos, là, juste à côté de cette île. Et vous aviez un petit oratoire, là. C'est là qu'on s'est arrêté, en fait. On s'est arrêté à peine juste au-dessus de l'oratoire. Et c'est là qu'on a fait la première présentation. Vous voyez où c'est? Donc, et on a pris ce chemin. Donc, ça, c'est totalement méconnaissable. C'est très difficile de faire le rapprochement avec ce qu'on voit aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est l'état de ce paysage avant le reboisement. Et puis aussi, à un moment où l'occupation pastorale de ce versant était bien plus importante.
Voilà, c'est la même chose, mais c'est pas tout à fait la même photo à gauche et à droite. Là, vous retrouvez la photo précédente, mais on reconnaît la petite pointe du rocher ici. Donc on s'est arrêté là autour de ce rocher, par là ou un peu avant. On a beaucoup, vous savez, de cartes postales, anciennes. Ça, c'en est une qui date d'avant 1880. Parmi les toutes premières cartes postales, d'ailleurs. Les cartes postales, ça commence à la fin des années 1870. Gavarnie était un des lieux de naissance, un peu, de la carte postale. Et à cette époque, donc, le versant n'est toujours pas reboisé. Et donc, vous retrouvez le chemin ici qu'on a pris. Vous voyez, elle a été colorisée, hein, la carte postale, hein, puisqu'évidemment, il n'y a pas de photo couleur à cette époque-là. Elle a été colorisée a posteriori. Et donc, on a coloré, évidemment, les prairies, qui ne sont pas d'ailleurs que des prairies, certainement, qui sont aussi il y a aussi de l'agriculture à l'époque. On peut cultiver des céréales comme le seigle, le sarrasin, et aussi des pommes de terre. L'agriculture disparaît complètement ici, de cette région des Pyrénées, dans les années 1960. Donc vous voyez l'église, vous voyez d'où on est parti, vous voyez le caractère très très dénudé de ce paysage, sauf sur cette partie forestière ici. Donc je vous disais hier que c'était une très ancienne réserve forestière de la vallée, et c'est vraiment le seul secteur boisé qu'on voit sur la photo, avec quelques pins accrochés probablement qui sont ici sur vraiment les pans les plus raides de l'ombré. Passons, c'est une photo plus récente qui doit dater, celle-là, des années 1930, je pense. Mais le paysage n'a pas beaucoup changé, 1920 peut-être. Le paysage n'a pas beaucoup changé, mais on voit en particulier apparaître ce grand hôtel-là, qui est le premier grand hôtel des Pyrénées, en fait, qui est enfin, en montagne en tout cas, qui apparaît à 1880, 80. Hein ? Oui, par là, hein, qui est l'hôtel du Vignemale et qui regarde, dont les chambres regardent vers le cirque. Il existe toujours, il était en plein travaux, vous l'avez sûrement vu. C'est de là qu'on a une des plus belles vues sur le cirque et on paye la vue assez cher d'ailleurs. Alors ici, on retrouve toujours la même chose, l'église, le chemin, le versant de cette montagne qui n'est pas encore reboisée, ça s'appelle le Mourgat, cette montagne. Toujours pas reboisée. On est à la fin du 19e siècle, c'est difficile de dater précisément, on n'a pas la date précise, mais peut-être, c'est sans doute une photo qui vient de repérages faits par les forestiers avant le reboisement, bien avant le reboisement. À l'époque, on avait fait les premiers projets de reboisement, donc à partir des années 1890. Et vous voyez très bien le fond de prairie ici, avec ce côté très ordonné, très géométrique, avec les murets, etc. Ce paysage vraiment très contrôlé hein, par les activités humaines, très aménagé, qui aujourd'hui apparaît beaucoup plus flou, avec beaucoup plus de boisements, de prairies abandonnées. Elles montent ces prairies, comme vous savez, comme vous l'avez vu, beaucoup moins haut sur les versants. Donc vous voyez le contraste entre deux époques, là, qui est quand même une époque où la présence humaine en montagne et l'exploitation des ressources de la montagne était très importante, et où on profitait du moindre mètre carré de terrain pour pouvoir y implanter des prairies pour faire des réserves d'herbes pour les animaux ou des cultures, hein, comme la patate, les carottes, le seigle, le sarrasin, pour se nourrir. À cette époque-là, pourquoi à cette époque-là on avait cette occupation très intense du territoire, cet usage très intense du territoire? Il faut comprendre que la population, à ce moment-là, était en général de 15 à 20 fois plus élevée qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde en montagne, beaucoup plus qu'aujourd'hui. La grande décroissance de la population, vraiment le moment où ça bascule vraiment, c'est la guerre de 14-18. Ça commence à régresser après 1850-60, mais après la guerre de 14-18, on a un déclin assez brutal qui s'accélère encore après les années 1950. Qu'est-ce que c'est que ça ? On est où là ? Ouais, on est à la Prade, c'est ça. Donc vous connaissez le grand chemin du cirque que vous avez pris au retour, ici. Et ici, on est au début du XXe siècle. Ici, c'est tout de même, dans cette partie du grand chemin, vous aviez autour de vous des prairies, des prés plutôt que des prairies d'ailleurs,
qui sont des pâturages, qui sont quand même relativement ouverts. La forêt en fait de hêtres qui est sur ce versant arrive aujourd'hui un peu plus bas, mais surtout c'est ça, je trouve, bon, qui est vraiment frappant, c'est le lit du torrent. La Prade, en fait, c'est l'essentiel du bassin, de l'embellique de la Prade est occupé par le lit du torrent qui, en fait, là, déposé beaucoup de matériaux sur cette partie plus plate, là, et donc déposer ses rochers, etc., et qui s'étend vraiment sur l'essentiel du bassin. Aujourd'hui, c'est pratiquement une forêt de pins accrochés, comme vous l'avez vu. À cette époque, il n'y a pas de pins accrochés, ou très peu, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui poussent entre les cailloux ici, mais il n'y a pratiquement pas de végétation dans le lit du torrent. C'est tout simplement pour une bonne raison, c'est que vous avez du bétail qui passe, y compris dans le lit du torrent, pour manger ce qu'il y a à manger, et qui mange les jeunes pousses de pin comme le reste, hein, et qui piétinent, etc., et qui font que, bon, il n'y a pas de boisement qui peut arriver là. Ça, c'est le village. À la fin du XIXe siècle. Et avec, vous voyez, la grande cascade au fond, vous voyez l'épaisseur de la cascade d'ailleurs. Hein. Ah, quand vous êtes au pied, vous faites vraiment asperger. Là. À l'époque, ça devait être quelque chose. Puis ça faisait beaucoup de bruit, ça impressionnait beaucoup les visiteurs, ça faisait énormément de bruit. Mais à l'époque, il y avait des glaciers qui arrivaient pratiquement jusqu'ici, hein, jusqu'au pied du... Bon, ils se cassaient un peu ici, les séracs, mais enfin, il y avait des glaciers partout. Et ce qui frappe évidemment au premier plan, vous voyez une belle photo là avec un premier plan très, très beau, enfin très suggestif, c'est ces grands arbres. Alors c'est quoi? Dites-moi pourquoi. Dites-moi ce que c'est et dites-moi pourquoi ils sont comme ça. Hein? Pardon? J'ai pas bien entendu. Oui, ce sont des frênes. C'est-à-dire, ce sont des arbres qui ont été, on appelle ça l'émondage. L'émondage, c'est quand on coupe les jeunes pousses, les jeunes branches, pour les donner au bétail. Comme je l'ai dit, c'est un complément de fourrage qu'on donne au bétail. Et à l'époque, on en avait particulièrement besoin de ce complément, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et à force de les émonder, si vous voulez, à force de prendre des branches, ils finissaient par pousser comme ça d'un seul jet. Et il n'y avait que... finalement, ce houppier, là, pour vous rappeler un peu de vocabulaire, qui arrivait à émerger en haut, mais il n'y avait pas de... Probablement en dehors de la portée des échelles. Voilà, c'est en dehors de la portée des échelles en plus, parce qu'on n'hésitait pas à prendre des échelles pour aller recouper très haut ce qui pouvait pousser. Et donc ça donne cette forme d'arbre, qui est vraiment, mais alors pas du tout, caractéristique, qui ressemble pas du tout, si vous voulez, aux planches botaniques dans lesquelles on vous décrit les frênes, hein, ça n'a rien à voir. C'est un arbre complètement travaillé par l'usage qu'on en fait, complètement reconfiguré par l'usage qu'on en fait. Donc vous voyez, Gavarnie, c'est, comment dire, dans l'image qu'on en a souvent, c'est comme une espèce de paysage d'éternité, hein, parce que bon, ce paysage un peu fixé dans une structure géologique qui paraît très stable, etc. En réalité, c'est un paysage qui bouge énormément. Ce mouvement du paysage, cette dynamique du paysage, généralement, y compris parfois les habitants ou ceux qui s'occupent de politiques publiques, les gens du parc, ils n'en ont pas forcément conscience, hein, du fait que c'est un paysage qui se métamorphose et que les gens n'ont pas forcément conscience aussi de ce que ça crée du point de vue de la transfiguration un peu d'un site touristique qui est découvert d'une manière qui n'est plus celle avec laquelle on le découvrait il y a quelques années. Et donc, la question se pose aujourd'hui, hein, du contrôle un peu de ces dynamiques, de savoir comment on fait pour contrôler ces évolutions, et quel est le projet qu'on a derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire en fait. Voilà. Ici, c'est là où on va aller cet après-midi. Donc c'est la station thermale de Barèges qui est franchement pas belle du tout, hein, qu'on n'a jamais pu aménager correctement parce que on verra pourquoi, parce que à cause de toutes les catastrophes qui déferlent sur cette pauvre station thermale qui est en permanence sous les avalanches, les torrents de boue, bon bref, donc c'était très compliqué. Par contre, on a aménagé des promenades sur les versants autour et très tôt, des promenades plantées, qui ont été souvent célèbres d'ailleurs, comme c'était vraiment parmi les premières promenades que les touristes ont fait dans les Pyrénées il y a très longtemps. Et nous, on va prendre une de ces promenades en fait. On va prendre celle-ci, et on va arriver là sur le plateau de lumière, tout à l'heure.
Mais ce sera une promenade thermale. On croisera cet endroit-là, l'héritage Akola, qui est peut-être une des toutes premières représentations dans les Pyrénées, disons un site qui est évocateur du paradis pastoral. Vous verrez pourquoi. Oui, alors voilà, trois images de là où on va aller cet après-midi, enfin en tout cas aussi du sujet qui nous concerne cet après-midi. Cet après-midi, l'entrée qu'on aura dans le paysage, c'est essentiellement, pas seulement, mais c'est une entrée par la catastrophe. Alors, c'est bien, aujourd'hui il pleut, on a une petite chance d'avoir une grosse crue ou un torrent de boue, mais en fait, dans ces vallées, et notamment dans la vallée qui est juste à côté, la vallée du Bastan, on est dans une zone qui est très concernée par les catastrophes naturelles pour plein de raisons. Versant raide, aussi fragilité de la roche. Ce sont des vallées schisteuses, calcaires, mais aussi schisteuses, et avec une roche qui s'effrite beaucoup, des vallées où on trouve de l'ardoise, où on trouve quantité de substrats géologiques qui sont très très sensibles à l'érosion, des versants raides entaillés par des torrents qui du coup font des couloirs d'avalanche. Voilà. Et donc ces vallées-là ont été de véritables laboratoires de l'aménagement des montagnes, aménagement dirigé vers la protection contre le risque naturel. Et donc la protection cette politique de protection qui date d'il y a très longtemps, qui a d'abord été prise en charge par les montagnards eux-mêmes, et puis qui a ensuite été prise en charge par l'État à partir des années 1850-60. Ces politiques de protection ont marqué très fortement les paysages, continuent à les marquer aujourd'hui. Et on va donc vous montrer ça cet après-midi. Et là, ce sont des images de la dernière catastrophe en date, qui n'a pas été la moindre. C'est l'énorme crue de 2013 qui a ravagé le secteur de Luz, Barèges, et dont on verra les traces sur le terrain. Ça a été une des pires catastrophes pyrénéennes qu'on ait connues dans l'histoire. Pourtant, on a beaucoup travaillé sur les archives des catastrophes, mais celle-là a été vraiment... C'était un véritable déluge. Et tout le fond de la vallée du Bastan est parti en contrebas, les maisons ont été détruites, il y a par une chance absolument inouïe, il n'y a pas eu de victimes, ce qui est stupéfiant pour tout le monde ici. Parce que la violence était telle de cette crue que c'est une chance incroyable. Bon, ça s'est passé à une saison où il n'y avait personne, un peu comme maintenant. Il y avait personne dans les campings, parce que plusieurs campings se sont retrouvés dans l'eau, emportés complètement. Hein, les mobil-hommes flottaient à la surface du torrent. Donc ça a été quand même... Alors vous voyez quelques photos là qui vous donnent un petit peu une idée. Ça c'est à Luz. Hein. C'est l'arrivée du Bastan, qui est donc le torrent qui a débordé à Luz. Vas-y, qu'on passe, puis on... Bon, ça c'est à Barèges, justement. Ce qui reste des maisons de Barèges après la crue. Il y a des maisons, des grandes maisons, qui quelquefois sont parties carrément sur le torrent et qui ont flotté pendant plusieurs kilomètres. Hein. Avec des gens dedans, d'ailleurs. Qui s'en sont sortis. C'est incroyable. Enfin, c'est une espèce de miracle. Ça doit venir de la Vierge de Lourdes, probablement. Alors, c'est... Vas-y. Alors voilà, cet après-midi, on ira dans cette forêt, c'est une photo noir et blanc, mais on ira dans cette forêt, ça c'est l'héritage Akola dont je vous parlais tout à l'heure, on montera à partir de Barèges, on traverse la forêt ici, on débouche sur un plateau pastoral qui se trouve ici. Donc ça c'est une grande forêt de protection, on en parlera tout à l'heure, protection contre les risques que font courir les torrents de boue. Et passe la photo d'après, ça c'est la même chose, même point de vue, 1897. Donc, ayez ça dans la tête en vous baladant, 1897, des torrents ouverts de partout, qui à la moindre pluie deviennent des grands torrents de boue qui s'écoulent en contrebas dans la station thermale de Barèges ou sur la route qui mène à la station thermale, on le voit ici, complètement bouché ici par les torrents de boue. Tout à l'heure, on traversera ces torrents-là, on verra ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, on traversera y compris le plus spectaculaire de tous, qui est celui-là, qui s'appelle le ravin de Pontis, et qui depuis a été complètement réaménagé. On verra ce que c'est la lutte contre la catastrophe sur place. Juste une dernière image, ça c'est le plateau où on s'arrêtera tout à l'heure assez longtemps, plateau de lumière, grand plateau pastoral, donc ce sera un peu le deuxième thème de la journée, parce qu'on va retrouver un étage intermédiaire, un peu comme à Gavarnie,
avec des aménagements pastoraux qui restent à peu près intacts et qui sont très, très beaux d'ailleurs. On a là aussi une vue formidable sur la vallée. Et donc, on va rester un peu là. On y fera cet exercice de photographie sur ce plateau-là en particulier, que vous avez commencé à faire hier. Et juste pour que vous ayez ça dans la tête, c'est la photo suivante, vous montre la même chose en 1920. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que les images en noir et blanc, ça ne se voit pas très bien avec la lumière qu'on a. Mais voilà. À l'époque, vous n'avez que les frênes, pratiquement, que vous voyez là. Il n'y a pas un seul arbre. Hein. Et on voit la trace en blanc des érosions, c'est-à-dire la roche à vif, sans herbe, sans rien. Donc, ce sont des endroits très érodés, très, très marqués hein, par cette... par la catastrophe, par l'avalanche, par les torrents de boue, etc. On va traverser la forêt, là, par la promenade thermale dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, et normalement, le but, c'est de déboucher sur un plateau pastoral très beau, qui s'appelle le plateau de lumière. J'ai peur que la lumière ne soit pas trop au rendez-vous, mais enfin bon, on va voir, hein, peut-être que ça va se lever. Météo France a annoncé du beau temps pour cet après-midi, donc peut-être que petit à petit, le brouillard va disparaître. En tout cas, on va marcher pendant, pratiquement en s'arrêtant, ça va faire presque 1h30 dans la forêt. Et s'arrêter à des points régulièrement. Donc il faut qu'on passe devant. Il faut qu'il y en ait un de nous qui soit devant, pas vous, parce que sinon vous ne saurez pas où on va s'arrêter. Vous vous rappelez l'image qu'on vous a projetée tout à l'heure de ce ravin quasiment nu dans lequel vous voyez des constructions là, qui barraient le cours d'eau et le ravin? On est exactement au même endroit. Ça a un peu changé, non? Beaucoup. Bon, alors effectivement, Serge avait montré des photos de la construction et des années 80, et là on est encore à un stade encore plus avancé dans le degré de, dans l'avancée, en tout cas la croissance de la forêt partout. Donc au début de la construction, il faut imaginer juste des murs comme ça, des barrages bâtis qui ponctuent comme ça le ravin. Et au fur et à mesure des phénomènes d'érosion, il va y avoir une accumulation de matériaux à l'arrière qui va progressivement créer ces terrasses-là. Alors le principe il est assez simple, c'est de rompre la pente et de créer comme ça des ruptures de pente qui vont ralentir l'eau, les matériaux c'est-à-dire la pierre, la boue, etc. pour limiter ralentir la vitesse et limiter l'apport de matériaux en aval. Il y a un autre, en corrélation avec cet effet de rupture de pente, ce dispositif a aussi pour conséquence de réduire la pente latérale des ravins. Donc si on regardait le ravin en coupe, donc grosso modo ce sont des ravins en forme de V, et au fur et à mesure qu'il y a érosion, comme on maintient les matériaux par ces dispositifs de barrage, en fait l'érosion des matériaux du haut va progressivement ouvrir le V, puisque les matériaux du haut tombant vers le bas, ils sont retenus par les systèmes de barrage. Du coup, on élargit le V et du coup, on limite aussi le risque d'érosion, puisqu'on a une pente qui va devenir de plus en plus faible. Vous voyez ce double phénomène-là, à la fois dans le sens de la pente, en faisant une série de ruptures de pente pour ralentir les mouvements, et à la fois un processus d'adoucissement des pentes latérales du ravin.
s'arrêter un instant ici parce que, enfin pour deux raisons, mais vous voyez une clairière là, dessous, En devis. en devine un peu, qui est ce que je vous ai montré tout à l'heure en photo, c'est-à-dire c'est cet endroit qu'on appelle l'héritage à Cola, qui est en fait une espèce de petit replat là dans la pente et où on a toujours d'ailleurs des prairies qui sont plus fauchées, mais enfin qui sont devenues des prés, et une grosse grange qui a servi pendant le temps de buvette pour les touristes. C'était le point d'aboutissement d'une des promenades de Barège qui aboutissait un peu en contrebas là, à l'héritage à Cola. C'était l'un des lieux les plus fréquentés. Et il se trouve que c'est vraiment la première promenade caravane qu'on connaisse dans les Pyrénées qui a été aménagée. Et c'était, si vous lisez les récits de voyage de l'époque, tout le monde vous parle de ça. Et c'était un peu le symbole du petit paradis pastoral à l'époque où le monde pastoral, le monde des bergers, du troupeau, de la montagne pastorale commençait à fasciner beaucoup, c'est-à-dire surtout à partir des années 1760. Comme il s'agit d'une forêt domaniale, vous savez ce que c'est maintenant, domaniale, qui appartient à l'État, qui est devenue domaniale à la fin du XIXe siècle, et qui est en plus un territoire mis en défense, c'est-à-dire réservé à la forêt. Normalement, il ne devrait pas y avoir une clairière agricole, enfin une pastorale. Mais celle-là, on l'a conservée tout simplement parce que c'était un site touristique très ancien. Et donc c'est pour ça qu'elle est là. Les autres espaces de prairies, les espaces utilisés pour faucher l'herbe, ils ont disparu. Ils ont été remplacés par la forêt. Après, je ne sais pas si vous avez tous reconnu dans quelle forêt on est, une forêt de quoi? Quel est l'arbre dominant? De manière écrasante. Dominant de manière écrasante. Donc, alors je ne sais pas si Quentin veut dire un mot de... Cette forêt elle est assez particulière quand même. Je ne sais pas si vous êtes très habitué à la hêtraie, mais si vous imaginez une espèce d'archétype de la forêt, là il manque un truc, non? Ah oui, c'est un peu similaire. C'est bien, voilà. Donc il y a la forêt de hêtre, elle est vraiment assez facilement reconnaissable par son absence quasiment totale de sous-bois et même de tout ce qui peut être autre chose que le hêtre. Donc quand le hêtre s'implante, c'est une domination assez énorme hein, sur le terrain. Donc là, vous n'avez que des hêtres. Et même ça va à tel point que même les hêtres ont du mal à germer sous les hêtres. Et du coup, c'est paradoxalement, alors que du coup le hêtre fait énormément de concurrence, vous comprenez cette notion de concurrence là, empêche d'une certaine manière les autres espèces de pousser. Et du coup, ça fait des forêts aussi particulièrement claires. C'est contradictoire, mais comme il n'y a pas de sous-bois, ben, en fait, c'est une forêt qui est assez facilement lisible. À travers le regard peut facilement circuler. Bonjour. Parce que le sol est relativement nu. Et du coup, ça fait des forêts très, très... Alors là, en plus, là, on a un jour de brume, donc les troncs ressortent à travers le brume, c'est parfait. Enfin, faut trouver des avantages à la brume. Donc avant, le paysage forestier qu'on vient de traverser s'appelle une futaie. Donc futaie, c'est par rapport à la question du fût, hein. Le fût c'est le tronc. Donc c'est une manière de cultiver des arbres qui a pour but de... Bon là en l'occurrence c'est une forêt de protection, mais ça crée des sujets qui sont relativement distants les uns des autres et qui peuvent développer un tronc, enfin, peuvent se développer de manière assez conséquente et qui développent des troncs assez hauts, et le hêtre est vraiment caractéristique de ça. Ça peut faire des fûts. Alors là on est dans un milieu un peu perturbé, on vous a parlé de chutes, d'avalanches, etc. Mais sinon ce sont des arbres qui peuvent monter tout droit là. Enfin, là-bas on a quelques exemples. C'est des arbres qui sont notamment particulièrement utilisés pour le bois de construction ou même à l'époque navale. Mais ici effectivement on est sur il y a un changement de physionomie là. Donc si la partie d'avant s'appelle une futaie, ici on serait plutôt sur un taillis. Donc vous avez remarqué un taillis, comme tailler, c'est le même mot. Donc en termes de physionomie, c'est des troncs multiples, souvent regroupés.
Et en fait, ça correspond à une exploitation, une exploitation qui correspond à la présence de la grange. Et du coup, on n'est plus du tout sur le même type de forêt. Là, c'est une forêt qui a été régulièrement coupée pour faire notamment du bois de chauffage. Et du coup, c'est ce qui produit aujourd'hui cette forme-là. On est aussi sur un peuplement forestier qui est beaucoup plus jeune. Vous l'avez noté là, à part certains sujets, on est sur un espace forestier qui est beaucoup plus dont l'emboisement est beaucoup plus récent. Parce que ça correspond aussi à la diminution de la pression pastorale, ce qui sur cet épaulement là, parce qu'on est sur un épaulement. On ne voit pas d'ici, là c'est un peu compliqué, mais on est sur un épaulement et du coup là ce peuplement là est beaucoup plus jeune. Alors, pour compléter un peu la lecture entre guillemets des physionomies, en l'occurrence des arbres, l'arbre qui est sur la gauche du chemin là un tout petit peu, qui a une forme un peu courbée comme ça à la base, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut essayer de me donner une... En crosse. En crosse, merci. Et du coup en crosse, ça correspond à quoi? À la neige. Vas-y, explique-moi le phénomène pour que les autres comprennent, parce qu'à la neige... En fait, quand il neige, à cause de la pente, la neige va s'accumuler contre le tronc et va créer une pression sur le bas de l'arbre. Alors une autre supposition aussi, c'est quand, comme la pente est forte, avec les glissements de terrain, le poids des cailloux de la terre, ça crée aussi ce phénomène-là. Donc, et ça se fait sur des arbres qui sont des gros arbres comme ça? Non, je vais jeune. D'accord. Forme jaune et après ça reste. Ouais. Donc vous avez à peu près tous compris là. Et celui-là, il est complètement différent parce que si on regarde en termes de proportion, le houppier, en tout cas l'insertion des branches basses, est beaucoup plus bas. Ce qui veut dire qu'à un moment donné dans sa vie, lui, il a été tout seul au milieu. Ça veut dire que s'il a eu des branches, il a eu la capacité, s'il a gardé ces branches basses là et de cette taille là, ça veut dire qu'elles étaient encore efficaces d'un point de vue de la photosynthèse, ça veut dire qu'il y avait de la lumière autour. Et donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autres êtres. Donc là, on peut supposer en termes de paysage que probablement cet endroit-là était, à un moment donné, il y a quelque temps, avant cette futée-là, était peuplé de quelques sujets là, on a dit tout à l'heure de plein vent ou de plein champ, et qui sont caractérisés par un houppier bas avec des charpentières, des grosses charpentières. Les autres arbres ont une proportion complètement différente entre le tronc et les branches. Les branches sont très fines et très hautes. Et là, vous avez des branches qui sont très importantes. Et on voit d'ailleurs que les branches basses, au fur et à mesure, là, il est en train d'abandonner les branches basses. Vous avez toutes ces branches basses qui sont en train de mourir, là, vous voyez, celles-là, elles sont complètement mortes, elles vont bientôt tomber. C'est-à-dire que la concurrence basse augmente et il est en train de replacer son énergie au-dessus en recréant des branches au-dessus. Enfin, en tout cas, en abandonnant les basses. Donc ça, c'est une manière de lire à travers la physionomie végétale, à travers différentes physionomies végétales, à la fois des questions d'évolution du paysage forestier et des différentes pratiques forestières associées. On s'est arrêté ici à côté d'une ancienne grange qui est issue en ruine, qu'on n'aperçoit quasiment plus, puisqu'il y a des arbres qui ont poussé à l'intérieur, quand le toit s'est effondré, les murs sont à peine, on les aperçoit à peine, effondrés, recouverts de mousse et de lichen. Mais si on regarde par rapport à l'espace qu'on vient de traverser, où on a partout des pentes très très raides, ici, on se retrouve dans un endroit un peu particulier, dans une sorte ici de petite crête qui se termine à cet endroit-là par un petit replat. Et c'est ici que les anciens avaient choisi l'emplacement de quelques granges. Et si vous vous souvenez effectivement par rapport aux photos qu'on vous a montrées ce matin, avant qu'il y ait le boisement, ici il y avait une activité pastorale, agro-pastorale. Et on arrivait à repérer dans les photos, si on regarde dans le détail, avec un peu d'attention, des petites constructions. Donc c'est ces granges-là qui se trouvent ici, là, dont celles-ci font partie, et qui sont aujourd'hui totalement abandonnées. Alors l'intérêt pour nous, par rapport à la reconstitution et à la reconstitution de ce que pouvait être, à l'imagination de ce que pouvaient être autrefois les paysages, on voit bien qu'ici il y avait donc une activité, que
que cette activité a disparu et qu'elle a été remplacée par la forêt. Donc il faut que vous exerciez votre regard quand vous vous promenez comme ça et que il faut que vous soyez un peu dans un état d'éveil, réceptif à ce genre d'indices, de petits indices comme ça, qui vous permettent de déceler, ah et tiens, ici il s'est passé quelque chose, à quoi ça correspond? C'est une grange, je vois, il y a des enclos, des traces d'enclos, ça correspond à un petit replat, et ça, je le rapproche des photos que j'ai vues et de l'histoire de ce versant-là, et je comprends qu'ici il y avait une activité pastorale à un moment donné qui a disparu. Alors, je n'ai pas parlé de ça encore, mais ça se traduit aussi, si vous regardez les essences d'arbres, dans cette forêt de hêtres où le hêtre est exclusif, hégémonique, il se passe autre chose. Il y a d'autres arbres. Et ils sont où? Ils sont autour des ruines de la grange, par là. Donc, et c'est quoi ces arbres? Il faut regarder à travers les frondaisons des hêtres. Qu'est-ce que tu as dit? Du frêne, oui. Diane. Donc oui, c'est du frêne. Donc c'est l'arbre que l'on retrouve autour des granges. Parce que c'est l'arbre dont on utilisait le feuillage, les jeunes feuilles, les jeunes pousses pour nourrir les brebis. Et le bois pour faire un peu de construction ou pour se chauffer. Donc là on n'est plus dans la forêt domaniale, on est arrivé sur un replat qui est très panoramique, vous voyez l'immense panorama qui se trouve devant nous. Là. C'est gigantesque. Bah, quand vous êtes là, normalement vous voyez juste dessous les montagnes de l'Ardiden, un peu tout quoi. Vous voyez aussi la montagne du Serpent qui est derrière là-bas. Mais bon voilà, bon tant pis. Mais simplement on est dans une configuration qu'on a déjà vue. Venez écouter s'il vous plaît. S'il vous plaît. On est dans quelque chose qu'on a déjà vu, qui est ce qu'on appelle donc un épaulement glaciaire. Donc on est, si vous voulez, sur le versant. On a un versant relativement raide là, qui mène au sommet, qui s'appelle l'Airis, qui veut dire le pic du vent. Et puis on descend assez raide, et puis on a un replat, un épaulement donc. Et ensuite le versant redevient de nouveau raide jusqu'au fond de la vallée. Et c'est sur cet épaulement donc que s'implante un espace pastoral spécifique dont j'ai donné le nom hier. Vous vous en souvenez ou pas? Ce matin. Non, hier aussi. Ou ce matin peut-être. Hier aussi. Dans la saisonnalité des troupeaux, voilà, des activités pastorales. Un espace, Non, c'était justement pas l'estive. L'estive est au-dessus. Non. Intermédiaire. Ouais. C'est vrai? J'ai entendu là. C'est une Elle connerie. est étonnée d'avoir bien répondu. C'est un quoi? Oui, c'est ce qu'on appelle tout bêtement les espaces intermédiaires quelquefois. Donc c'est des espaces qui correspondent à un séjour des troupeaux à l'intersaison, comme on dit ici, donc à l'automne et au printemps. Donc avant qu'ils descendent vers les villages, et puis après qu'ils soient montés vers les hautes altitudes dans les estives, on les fait séjourner là. Et quand les troupeaux partent à la fin du printemps, on fait la fauche, ici c'est début juillet, fin juin, on fait la fauche de l'herbe. Donc sur un plateau pastoral, un plateau d'estive, alors vous avez ça d'herbe au mois de juin. L'herbe est haute comme ça. C'est pas un plateau d'estive. Sur un plateau comme celui-ci, un plateau pastoral comme celui-ci, évidemment, comme on fait du foin,
il y a des granges. Alors on va aller en voir une et en fait Jean-François va vous expliquer un peu l'intérêt de cette grange en particulier là-bas. Bon, on pourrait peut-être aller voir celle du haut là-haut. Directement. Celle là. Avec le frein et tout. Oui. Non mais on va parler un petit peu de celle-là parce qu'il y a deux types de granges. Ouais, voilà. Mais en fait, si vous voulez, ici, même si on rentre dans un autre espace qui n'est pas la forêt de protection qu'on vient de traverser, on est quand même dans un espace concerné par la catastrophe et par la protection contre les catastrophes. Mais en fait, ici, on peut voir un autre type de protection contre les catastrophes, qui est celui de la paysannerie locale, qui essayait évidemment de se préserver elle-même contre les risques, dans une certaine mesure en tout cas, sans essayer de les éteindre tout à fait, de les annihiler. Et donc c'est ce qu'on va voir avec l'architecture de ces granges et la façon dont elles sont disposées par rapport au versant. Mais ici, il y a des avalanches de neige qui tombent. Attention, votre attention, mesdames et messieurs. La tradition vivante, Jean-François Rodrigue. Alors le principe de l'irrigation des prairies de Froche, il est basé sur deux choses, deux éléments fondamentaux. La première chose, c'est qu'il faut amener l'eau pour pouvoir irriguer, donc arroser. Donc on construit, il y a tout un réseau dans la pente ici et dans l'espace, tout un réseau de petits canaux comme ça, alors que ce n'est pas une rivière, ce n'est pas un ruisseau, c'est un canal qui est construit, qui suit plus ou moins des courbes de niveau pour avoir un écoulement qui n'est pas trop rapide et qui permet de sillonner l'ensemble des prairies par les parties hautes. Et ici, cette partie du canal, là, le canal, il concerne non pas ce qui se passe là, mais il va concerner ce qui va se passer ici, en dessous, en contrebas. Voilà. Et le deuxième principe de base, c'est que il faut permettre à l'eau de s'écouler tout le temps, sauf quand on n'irrigue pas. Donc on a ici un système on va chercher l'eau donc par ces canaux dans les gaves et dans les torrents qui sont assez loin d'ailleurs d'ici. Et on les amène par un système comme ça de gravitaire avec une très légère pente sur l'ensemble du versant. Et puis finalement à la fin, cette eau elle va finir par s'écouler et retourner dans le bassin versant, peut-être à un autre endroit, mais en tout cas ça va finir par retrouver son cours naturel. Et le principe est assez simple en fait. Il s'agit de bloquer, de créer un barrage. Donc avec des pierres plates comme ça, qu'on appelle des lozes, qu'on utilise aussi pour faire les toitures des cabanes ou des granges. Et on crée un barrage pour bloquer l'eau en se servant de ces pierres plates et de terre. Comme ça, il faut laisser salir un petit peu les mains. Vous allez voir. Et ce qu'on essaye de faire, mettre en place, c'est un système qui va obstruer l'écoulement de l'eau, comme ça, qui va permettre à l'eau de partir. Vous voyez, c'est assez simple, hein, ça s'écoule, et là quand je la ferme, le niveau monte. De l'eau bien sûr. Et là, ça et là, ça déborde en amont de ce petit barrage. On vient, s'il faut, tasser un petit peu, l'aider à déborder par endroit. Et puis par gravité, là, on fait des échappatoires. Comme ça, de temps en temps, on fait des obstacles qui viennent permettre à l'eau de s'échapper. Alors là, la démonstration est un peu rapide,
Mais sinon, ce qu'on fait, quand on fait ce petit barrage, on le fait un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus loin, ce qui permet à toute l'eau qui est dans cette partie ici, ça déborde. Alors ici on est dans une partie un peu en pente, mais si on fait ça dans des parties qui sont un peu plus planes, ça déborde sur des grands linéaires de canal, et on a un rideau d'eau comme ça qui s'écoule et qui vient irriguer la prairie qui est en aval. Voilà la démonstration. Bravo. Le système. Bravo. La grange est vraiment un outil de travail. C'est une construction, c'est une sorte de cabane. C'est une construction qui permet, dans ces espaces intermédiaires, puisqu'on a des prairies de fauche, on fauche le blé, l'herbe, et quand on a fauché l'herbe, eh bien, il faut la stocker. Donc on la laisse un petit peu sécher, et puis après, on la stocke où? On ne la ramène pas dans les villages, on la stocke dans les granges. Les granges sont une sorte de hangar de stockage pour l'herbe, et où on stocke aussi, pendant les saisons intermédiaires, le bétail. Alors comment ça fonctionne? C'est un outil très très simple. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau du rez-de-chaussée qui correspond un peu à la partie qui est assez bas, à la partie où il y a les fenêtres sur le côté là, et qui n'est pas plus haut que la hauteur de la façade, là où il y a la gouttière. Dans le rez-de-chaussée, on stocke les bêtes, les vaches ou les brebis. Et puis au-dessus, dans tout le volume qu'il y a au-dessus, qui est beaucoup plus grand, on stocke l'herbe, toute l'herbe. Et alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne d'une façon très intelligente. On fauche, on rassemble, on fait des bottes, on fait rouler, et en poussant vers le bas, on fait descendre l'herbe et on la rentre dans la partie comble de la grange par des portes qui sont au ras du sol. Comme ça, le boulot est assez pénible, on n'a pas besoin en plus de porter des charges longtemps et de les soulever pour les rentrer dans des greniers qui seraient en hauteur par rapport au sol. Donc c'est un système gravitaire en quelque sorte, on pousse. On stocke l'herbe dans la partie sous la toiture. Les animaux sont en dessous. Le sol où on stocke l'herbe, il y a des fentes contre les murs. Et quand on a besoin de donner à manger aux animaux, on fait tomber l'herbe dans les mangeoires. Voilà, et puis comme ça, on s'économise pas mal de travail. Donc vous voyez, c'est un système, un outil très efficace, très fonctionnel, très empirique, mais qui fonctionne très très bien et que l'on retrouve partout. Ce système, ce fonctionnement, on le trouve pareil dans les Alpes et dans d'autres massifs montagneux, avec le même type de fonctionnement. Voilà. Donc ça veut dire que la grange, elle est implantée dans un endroit où il y a de la pente. Et dans les endroits où il y a de la pente, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des avalanches. Ici, on a des grandes pentes, comme vous voyez ici devant. Là. Et ces grandes pentes qui sont des prés fauchés, en hiver, quand la neige s'accumule, il peut y avoir ici jusqu'à plus de 1 mètre, 1,50 m de neige. Aujourd'hui, il n'y en a pas autant. Ça peut arriver, très ponctuellement. Mais autrefois, il y avait des grandes quantités de neige. Quand on a beaucoup de neige comme ça, hop, elle a tendance à descendre par son propre poids. Donc voilà. Et donc, dans l'intelligence locale de la paysannerie, il a fallu gérer ce risque-là, se mettre à l'abri par rapport à ça. Donc on n'a pas cherché à éviter, à supprimer l'avalanche, on ne peut pas. Hein. Parce que de toute façon, on a besoin de ces prés pour avoir de l'herbe. Mais donc, on trouve un système pour s'abriter de l'avalanche. Et on a inventé ici des systèmes de construction, dont on a un exemple ici, qui met à l'abri de l'avalanche. Enfin, en tout cas, qui gère l'avalanche et qui amoindrit l'impact de l'avalanche sur la construction et qui la met en sécurité par rapport à ce risque-là. Alors, il y a deux types de granges comme ça qu'on retrouve ici dans la vallée de Barèges. Il y a le modèle que nous avons ici avec le faîtage. Alors le faîtage, c'est dans la partie du toit, l'angle que fait le toit ou le haut du toit quand il n'y a qu'une seule pente. C'est la partie haute du toit, horizontale. Donc c'est la partie d'en haut. Il y a les granges dont le faîtage est
parallèle à la pente, à la courbe de niveau, je veux dire, donc comme ceci, et la pente est comme ça, soit quand le faîtage est dans le sens de la pente, donc perpendiculaire à la courbe de niveau, et on verra d'autres exemples un peu plus bas. Donc on a ici devant nous l'autre modèle, l'autre type de grange, alors ici il a une particularité, c'est que normalement ce type de grange a le faîtage, donc maintenant vous savez ce que c'est le faîtage, c'est cette ligne du haut du toit. Normalement le faîtage dans ce type de grange est dans le sens de la pente. Voilà, on a une petite particularité, elle a été tournée dans ce sens-là. Mais c'est pas grave, on a quand même les éléments qui permettent de voir la différence avec l'autre. D'abord on a une grange qui est avec un toit à 2 pentes. Et puis avec, vous voyez le mur pignon, c'est-à-dire c'est celui qui est en forme de triangle, en pierre ici, a une caractéristique, c'est qu'il a des sortes de marches sur les côtés comme ça. Alors, et on voit dans ce mur pignon, au ras du sol, le trou pour rentrer l'herbe dans ce grand volume de sous le toit. Pourquoi est-ce que ces granges, ces murs qui ont cette forme comme ça, c'est un dispositif technique architectural qui s'appelle en français le pas d'oiseau et en termes local ça s'appelle Penaus, P-E-N-A-U avec un accent S, ou Penaus, O-U-S, en patois francisé. Ces Penaus, ils n'ont pas comme vocation à permettre à quelqu'un de monter pour aller ramoner la cheminée. D'abord, il n'y en a pas, on a bien vu. Et quel est le rôle de ces Penaus? Ils sont constitués de quoi? Ils sont constitués de grandes lauses. L'origine de ces toitures, de ces lauses là, c'est qu'autrefois, avant que les toits soient en tôle, ils étaient en chaume. Alors est-ce que vous savez ce que c'est le chaume? Oui, c'est de la paille, ouais. On peut le dire comme ça rapidement. Donc on faisait des bouquets de paille comme ça, assez longs et assez épais, qu'on posait sur une structure avec plein de petits liteaux et qu'on attachait avec de la ficelle. Et on commençait par le bas et on les faisait se recouvrir les uns avec les autres. Et quand il pleuvait, l'eau tombait sur les pailles, elle passait d'une paille à l'autre et hop, et c'était des toitures qui étaient très très épaisses, hein, des couvertures très épaisses, à peu près comme ça. Et avant d'arriver, la goutte d'eau, quand elle arrivait en bas, elle n'avait pas eu le temps de traverser le toit et elle arrivait à s'écouler ici à l'extérieur. Et on imagine donc ce toit en paille ici, quand ça arrive contre le bord ici, si on ne l'abrite pas, si on ne protège pas ce bord de paille comme ça, le moindre coup de vent, comme dans les 3 petits cochons là, ça s'envole. Donc on protège cette bordure là, on surélève le mur ici, on vient contre le mur et pour que l'eau depuis ne s'infiltre pas entre la paille, la toiture et le mur, on met ces grandes lauses comme ça, hop. Les gouttes d'eau, ces lauses, elles sont inclinées comme ça. Et comme ça, les gouttes d'eau, elles tombent là-dessus et elles sont ramenées vers l'extérieur. Ça protège, parce que ça déborde ici, ça fait un parapluie pour la paille. Et les gouttes d'eau partent et tombent à l'extérieur et ne viennent pas pourrir les pièces de bois qui font la structure de la charpente. C'est la seule raison de ce dispositif de Penaus. Et la dernière pierre, la dernière lose, on pose dessus cette pierre qui n'a comme simple fonction technique de faire un poids et d'éviter qu'avec le vent, elle s'envole. Et elles ont une forme particulière, un peu comme ça, un peu pointue ou plus ou moins verticale, hein, vers le ciel. Donc c'est un rôle symbolique. Il y a toujours ce rapport entre la technique et la symbolique ici, en architecture. Et cette symbolique, ça s'appelle le cocut. Et le rôle symbolique de cette pierre-là, c'est d'abriter la grange du mauvais esprit. Parce que c'est pointu, et quand le mauvais esprit vient, il est piqué par il se fait piquer là. Donc voilà. Écoute, la pointure de la montagne, en italien, s'appelle cucuzzolo.
Le Coucou de Solo. C'est le même mot. Le sommet de la montagne. Ouais, le sommet de la montagne. Ah oui, ben c'est intéressant. Ouais. Et donc il y a des convergences entre les cultures montagnardes que l'on peut retrouver.